Audebert grelotte. Il ne sent plus ses mains sur les rênes de l'attelage. La pluie ne leur laisse aucun répit depuis 2 jours. Et les haltes trop courtes qui leur sont permises ne leur laissent ni le temps de sécher, ni de se reposer. À l'arrière, le corps engourdi sur la banquette en bois dure et froide, Excoffons scrute la pénombre. La lune n'éclaire que partiellement la forêt boueuse environnante. La bougie qui lui reste est sur le point de rendre l'âme. Qu'est-ce que tu fais? Avance! 1 minute, on n'y voit rien. Tu veux dormir ici? Je t'ai dit d'avancer! Les montures s'ébranlent comme les 4 chevaux de l'Apocalypse dans la nuit zébrée d'éclairs. Les roues de la calèche pourraient rompre à tout moment. Et quand Audebert voit l'arbre effondré sur la route, il est trop tard. Audebert! Audebert! Qui va là? Montrez-vous! Sonné par la chute, terrifié, Excoffons aperçoit le reflet de son pistolet dans la boue. Parvient à s'en saisir. Mais pour tirer sur quoi? Sur qui? Il ne voit plus que des ombres dans l'ombre. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons aux braquages les plus célèbres de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'affaire des Postes de Lyon. En 1796, 2 convoyeurs trouvèrent la mort dans l'attaque de leur diligence, et 7 millions de livres se volatilisèrent dans la nuit. L'enquête qui s'ensuivit aboutit à un procès retentissant et à l'un des plus grands mystères judiciaires de l'histoire de France. Silence! Silence! Dans la salle du tribunal de Paris, règne une effervescence des plus bruyantes. 4 hommes sont accusés. Chacun d'entre eux risque la peine capitale. Courriol, Richard, Guénaud et Le Surc ont été arrêtés quelques semaines seulement après les faits. Le vol de la diligence Paris-Lyon est d'autant plus grave que les 7 millions de livres qu'elle transportait appartenaient à l'État français et devaient servir à payer les soldats de l'armée d'Italie. En 1796, un jeune et brillant général du nom de Napoléon Bonaparte mène campagne dans le sud-est du pays contre une coalition de monarchies européennes. La sentence se doit d'être exemplaire. Juste après la Révolution, il règne en France une insécurité croissante. Le chaos politique a donné naissance au gouvernement du Directoire, qui peine à contenir la criminalité qui se répand sur tout le territoire. Courriol est un représentant de commerce, en apparence tout à fait honnête. Mais la police a retrouvé près d'un 5e du butin dans sa calèche personnelle. Richard, un receleur connu des autorités, est appréhendé le même jour. Il se cachait chez Courriol. Quant à Le Surc et Guénaud, ils ont été aperçus loin de chez eux le soir du crime, dans une auberge toute proche du lieu de l'attaque. Le juge Daubenton a beaucoup trop d'expérience pour croire aux coïncidences. Son regard sec n'exprime qu'une profonde sévérité. Dans les jours qui ont suivi les faits, les policiers ont fait un travail remarquable. À quelques mètres du corps d'Audebert, égaré dans la boue, ils trouvent un éperon argenté perdu par l'un des assaillants. Le jumeau de cet éperon se trouve sur l'une des bottes de Courriol. Le même jour, un morceau de sabre brisé par la violence des coups est également retrouvé. Pour l'accusation, il ne fait donc aucun doute que les 2 meurtres étaient prémédités. À tout cela vient s'ajouter un élément clé qui renforce encore la thèse de voleurs parisiens. 6 jours après l'attaque, la police trouve un cheval errant dans les rues de la capitale. Sa selle est formellement identifiée comme celle d'Audebert, prouvant que l'un des voleurs s'est enfui avec cette monture. Mais si Richard, Courriol et Guénaud plaident rapidement coupables,
Le Surque, lui, n'a cessé de nier depuis le départ, répétant qu'il est victime d'une grave erreur judiciaire. Et plusieurs témoignages viennent petit à petit accréditer sa version des faits. Un certain Dubosc, bijoutier à Paris, présente une ressemblance physique particulièrement troublante avec le Surque. Le doute gagne une partie du tribunal et complique encore la tâche du juge. 3 des accusés reconnaissent les meurtres. Ils réfutent la préméditation. Selon eux, ils n'avaient absolument pas l'intention de tuer, mais y ont été contraints lorsque les 2 convoyeurs se sont défendus. La complexité sans égale de cette affaire entraîne sa popularisation dans la capitale. Le peuple est divisé et le verdict fait l'objet d'une attente particulièrement tendue. Silence! Silence, ou je fais évacuer la salle. Tout Paris retient son souffle. Le juge s'apprête à rendre sa décision. Et celle-ci va résonner dans le pays tout entier. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Il est entravé par des chaînes aux mains et aux pieds. Les morsures des fers sur ses chevilles lui infligent une douleur insoutenable à chaque pas. Ses pieds en sang laissent, un pas après l'autre, leurs marques sur les pavés de la place de Grève. Avant lui, Couriol y est passé. Jugé coupable, condamné à mort, ce dernier a déclaré juste avant le moment fatidique « Je suis coupable, mais le Surque est innocent. » Rien n'y fait pourtant. Et voilà le Surque conduit à son tour jusqu'à l'échafaud, devant une immense foule de curieux. C'est quand il gravit difficilement les marches de bois qu'un homme ose enfin élever la voix. « Innocent! Le Surque est innocent !» Il est immédiatement repris par une grande partie de la foule qui, de plus en plus agitée, contraint les dizaines de soldats présents à faire barrage de leurs fusils. Ça et là, des coups pleuvent pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le peuple recule. Le Surque claque des dents sans pouvoir se contrôler. Il chancelle et tombe une première fois avant d'être relevé sans ménagement. Sa fin est inévitable. On l'agenouille. On le contraint à placer sa tête dans le creux de bois prévu à cet effet. Et 40 kilos d'acier trempé lui tranche la gorge, faisant rouler sa tête au sol, la bouche ouverte et les yeux figés vers le ciel. L'exécution des coupables en 1796 ne marqua pas pour autant la fin de l'affaire. C'est même tout le contraire. En 1800, la pression de l'opinion publique pousse le juge d'Aubenton à rouvrir l'affaire. Le dénommé Dubosc est maintenant placé au centre de l'affaire. Sa ressemblance avec le Surque a toujours entretenu la confusion et, pendant le nouveau procès, il est finalement désigné par l'un des témoins comme étant le vrai coupable. À Paris, l'histoire se répète. Les mêmes tambours battent le pavé, couvrant les protestations de Dubosc lorsque celui-ci est conduit sur l'échafaud. Il est à son tour agenouillé sous la guillotine, cette fois-ci dans le silence le plus complet. Paris ne sait plus qui croire. Je suis coupable. Le Surque était innocent. La foule n'a pas le temps de réagir à ses aveux. Dubosc n'est plus. Mais si l'on croira longtemps que sa culpabilité innocente le Surque, cela ne sera en réalité jamais prouvé. Au début des années 80, on cita cette condamnation comme un symbole des incertitudes judiciaires au nom desquelles la peine de mort devait être abolie. Ce fut finalement le cas par la loi du 9 octobre 1981. Mais le mystère entourant l'affaire des postes de Lyon court encore aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Jesse James, le dernier bandit de l'Ouest. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.